Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 de Tarot Tor. Si vous ne connaissez pas encore le principe de l'émission, nous allons utiliser le tarot pour découvrir le portrait de mon invité au travers de 12 questions. Un questionnaire reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Pour ce nouvel épisode, je vais vous présenter quelqu'un que je connais depuis plus d'une dizaine d'années grâce au milieu du GN, cette activité ludique proche du théâtre d'improvisation. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder l'émission 4 pour en savoir plus sur le sujet. Mais pour le moment, faisons place à ma nouvelle invitée. Bonjour, je m'appelle Émilie Goudin-Lopez et je suis autrice de romances et de romans jeunesse. Si elle a débuté dans le livre jeunesse avec le Club des As, chez J'aime lire en 2017, Émilie est aujourd'hui plutôt spécialisée dans la littérature romantique, un genre dans lequel elle a déjà sorti 6 livres en 3 ans. Elle a commencé avec la saga Sous ses doigts en 2020, avant de lancer Rock My Love début 2021, et d'enchaîner avec Les Amants Interdits en 2021, puis sa suite en 2022. Aujourd'hui, elle travaille sur un projet complètement différent qu'elle aura l'occasion d'évoquer durant l'interview. Pour l'inspirer dans l'interview, nous avons choisi un jeu très progressiste et engagé, le Unfolding Path de Athena Noctua. C'est un jeu indépendant, financé en crowdfunding en 2022 et qui a depuis vu sortir une version mass market. Outre son ambiance très apaisante, le point fort de ce jeu réside dans son imaginaire très progressiste et surtout dans la grande variété de ses caractérisations. Graphiquement, c'est très joli. Le côté aquarelle apporte beaucoup de légèreté à des illustrations très précises et détaillées. Si le jeu suit les caractéristiques du Rider-Waite, la créatrice a su renouveler les archétypes pour offrir un univers beaucoup plus moderne. Niveau conception, je n'ai pu tester que la version collector et je suis moyennement séduit. Je n'aime pas le coffret, inutilement grand et rempli par un polystyrène. Le livret est également beaucoup trop simple et peu pratique à lire avec son style poster. Les cartes, quant à elles, sont assez épaisses et agréables à manipuler. Vous l'aurez compris, je ne suis pas entièrement convaincu par la version collector à 45 livres, qui n'est de toute façon plus disponible qu'en occasion. Mais la version mass market à 26 € me semble un bon investissement si l'univers de ce jeu vous a séduit. Et maintenant, voyons ce que le Unfolding Path va nous dévoiler de l'histoire d'Émilie. Question 1. Le monde ordinaire. Quelles sont tes origines ? À vue d'œil, un chevalier de bâton. C'est très joli, ça m'évoque la flamme olympique. Une jeune femme noire qui est en train de faire un sprint, elle court très vite avec beaucoup d'enthousiasme, avec un bâton à la main. En haut du bâton, il y a une pierre précieuse rouge qui a l'air d'illuminer, de laisser une trace lumineuse derrière elle. Et la femme porte comme l'évocation d'un casque de chevalier sur sa tête. On sent que le fait de porter ce bâton, ça lui donne une forme de puissance. La famille des bâtons est celle de la passion, de l'énergie. Le cavalier est une figure d'action. C'est un héros qui exporte les valeurs de sa famille, même s'il lui-même ne les maîtrise pas complètement. Le cavalier de bâton est un amant fougueux. Il ne contrôle pas encore pleinement ses désirs et n'a pas peur d'explorer de nouveaux territoires. Mais il devra faire attention à garder la tête froide. Je sais pas par où commencer. Non, moi j'ai toujours été créative. Le dessin, ça a toujours été mon truc. Donc ma vie, c'était celle d'une petite fille dans une famille nombreuse dans les Alpes, dont la bibliothèque est située à mi-chemin entre la maison et l'école. Donc je m'arrêtais à la bibliothèque tous les jours, jusqu'à 19h, et ma maman ne s'inquiétait pas de ne pas me voir rentrer avant l'heure de la fermeture de la bibliothèque. Et je lisais toutes les bandes dessinées, tous les jours. Et j'en ai écrit, dessiné, lu depuis toujours, et je me suis dit, je voudrais faire ça. Enfin, vraiment, en plus c'est à ma portée, le dessin et la littérature. Donc ça s'est fait. Il n'y a pas eu d'avant la créativité, en fait. Question 2. L'appel. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création ? Alors... 14, tempérance. Sur le personnage, on a une femme qui a l'air d'être une femme indienne d'Inde, ou pas d'Inde d'ailleurs. En tout cas, elle a la peau très foncée, elle porte des tresses, de tresses sur les côtés, plutôt comme les Indiens d'Amérique, d'où le doute. Et des peintures sur le visage. Et là, j'avoue mon ignorance totale dans les symboliques. Il y a des iris au premier plan. Et on dirait qu'elle fait léviter
les coupe au-dessus d'elle et qu'elle fait transvaser le liquide de l'une à l'autre. Comme la justice, la tempérance est une carte qui invite à trouver l'équilibre. La différence entre les deux cartes repose surtout dans l'approche. Dure pour l'une et douce pour l'autre. Cet arcane représente l'union des contraires, l'homme et la femme, le bas et le haut, le ciel et la terre. Elle évoque un voyage spirituel pour atteindre la paix de l'esprit. C'est aussi une carte qui invite à mettre de l'eau dans son vin et à savoir prendre du recul. J'ai fait des études de bande dessinée en Belgique, à Bruxelles. Ce qui m'a poussée à faire ça, c'est une rencontre sur Internet avec quelqu'un qui est encore mon ami, qui s'appelle Benoît Bécart, sur un forum de bande dessinée, et il était étudiant dans une école de bande dessinée à Bruxelles. Et moi j'ai dit, je veux faire ça. Et donc je suis partie à Bruxelles faire des études de bande dessinée. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, et j'ai su que je ne serais pas dessinatrice pendant que je faisais ça, parce que j'avais une grande passion pour ne pas mourir de faim, et être créative à la demande, avoir une idée géniale pour demain, c'est nul, recommence, il nous faut une autre idée pour ce soir. J'arrivais pas en fait, ça me mettait une pression au niveau de la création qui était étouffante et qui m'empêchait d'être créative. Donc j'ai su que je ne ferais pas ça au niveau professionnel, dessiner en tout cas. À partir de là, j'ai rangé toutes ces aspirations professionnelles au placard. J'ai trouvé un job alimentaire qui m'a très bien alimentée pendant toutes ces années. Et je me suis tournée vers le jeu de rôle. Et à partir du jeu de rôle, je me suis mise à écrire des milliers de pages de background, de personnages, de fiches de personnages, de scénarios, pour en jeu de rôle sur table ou en jeu de rôle grandeur nature. Et c'est aussi là que, naturellement, ça a glissé vers écrire des livres, puisque finalement, c'était pas beaucoup plus difficile d'écrire un livre que d'écrire un jeu de rôle. Il y a peut-être même moins de pages dans un livre, moins de matière à produire que dans un jeu de rôle, où au lieu d'avoir un héros, il y a 30 héros, et ils ont tous le même niveau d'importance. Et donc c'est comme écrire 30 romans finalement, 30 points de vue. Question 3. Le refus. Quels furent les premiers doutes ? C'est le 9 de bâton. Une femme noire à nouveau, avec des cheveux courts, donc plutôt africaine, si je crois la texture des cheveux, avec des peintures sur le visage, qui brandit un bâton aussi orné d'une pierre rouge. Donc je me demande si c'est une constante dans toutes les cartes du jeu. Ça évoque la magie, ça évoque un peu Gandalf avec les bâtons de sorcier du jeu de rôle, justement, de la fantasy. La femme est assez menaçante, ça a l'air d'être quelqu'un qui est en train de préparer sa magie et a priori ça va frapper fort. Le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement. Le 9 de bâton est signe de prévoyance. C'est une carte qui évoque une réussite possible, mais surtout la peur de ne pas l'atteindre, la prudence quant aux dernières étapes, le besoin de persévérer ou de se dépasser pour réussir. Il y a eu le renoncement à une carrière de dessinatrice. Mais que j'ai bien vécu, que j'ai pas vécu comme un échec, dans le sens où j'ai été au bout, j'ai eu mon diplôme, j'ai vécu 4 années incroyables en étant étudiante, et je m'épanouissais pas dedans. Je sais que c'était une corvée de rendre les projets, alors que en fait transformer mon hobby en travail avait été une mauvaise stratégie. Mais ça, on le sait pas quand on rentre aux études. On pense que justement on va faire le hobby, le truc qu'on aime bien, et souvent, ça peut être un déchirement. Donc je l'ai gardé comme hobby et donc ça n'a pas été une souffrance pour moi de me dire que je ne serais pas dessinatrice. Mais la question était qu'est-ce que je vais faire du coup. Je pense qu'on a tous le syndrome de l'imposteur, tout le monde. Et si on l'a pas, c'est vraiment surprenant. Ça veut dire qu'on aurait vraiment beaucoup d'orgueil. Il y a forcément un moment où on se demande qu'est-ce que moi je fais dans ce projet-là, qu'est-ce que j'ai à apporter par rapport aux auteurs qui sont déjà implantés et qui sont déjà importants et qui réussissent mieux. Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau ? Le doute, il est surtout là. C'est est-ce que je vais pouvoir trouver ma place dans un milieu qui est déjà bouché. Il y a énormément de livres qui sortent en librairie. Les livres, il reste 2 semaines, les bandes dessinées, il reste 2 semaines sur les étalages. Les auteurs n'en vivent plus, c'est vraiment difficile. Finalement, ce qui permet de surmonter ça, c'est de se dire je vais faire ce qui me plaît, je vais le faire pour moi, je vais le faire bien, et si ça marche, tant mieux. Mais il faut avoir le luxe de pouvoir se dire ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas en vivre. Si on a une contrainte
Financière, c'est pas la même chose. Moi, j'avais le luxe de ne pas avoir cette contrainte financière. Donc, surmonter le doute en disant qu'est-ce que moi, pauvre personne qui n'est personne, ai à apporter au monde de la littérature, peut-être rien, peut-être que je peux juste me faire plaisir, m'amuser, et puis on va voir où ça nous mène. Question 4. Le mentor. Est-ce que quelqu'un t'a guidé pour te lancer ? Oh, elle est différente des autres, celle-là. C'est un magicien. Je pense qu'on est encore sur les premiers Américains. On dirait un Indien d'Amérique. Il a les cheveux très longs, détachés, qui blanchissent, des tatouages sur le corps. La carte est violette et bleue, alors que celle que j'ai tirée avant, elles étaient vraiment dans des teintes chaudes et très dynamiques. Et celle-ci, elle est plus mystique, avec comme un ciel étoilé derrière lui, et un pouvoir entre ses mains. Je ne sais pas quel est le pouvoir entre ses mains. Le magicien est une carte d'opportunité. Elle représente quelqu'un qui dispose de tous les outils et n'a plus qu'à s'en servir. Elle symbolise la faculté d'agir et de communiquer, le talent, la créativité, le fait d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir un haut potentiel. Elle invite à faire de nos rêves une réalité en utilisant tous les outils à notre disposition. Cette question, la réponse va te paraître tirée par les cheveux, mais tu es une des personnes, toi, qui m'a encouragée à écrire. Et tu vas pas t'en rappeler, mais c'est une phrase que tu m'as dit parce que j'avais écrit Fraulein, les fiches de Fraulein. Tu avais lu la fiche de ce jeu de rôle et tu m'as dit t'as ce qu'il faut pour écrire des livres. T'avais aimé la fiche de personnage, ou en tout cas la description du background avec une dimension horrifique et les souvenirs des enfants dans les forêts obscures. Tu m'avais dit ça, et je crois que c'est là où je me suis dit peut-être que je pourrais écrire des livres. Petit aparté pour réagir à ce que vient de dire Émilie. Je mentirais en disant que je me souviens de lui avoir dit ça, mais je suis très content de l'avoir fait si c'est le cas, parce que c'est bien de valoriser les qualités créatives des uns et des autres, même les qualités humaines de manière générale. En tout cas, si je me souviens pas de lui avoir dit ça, je me souviens très bien de la lecture de la feuille de Fraulein, qui est encore à l'heure actuelle une de mes fiches les plus profondes que j'ai pu lire. C'est une des fiches qui m'a le plus marqué. Il y avait quelque chose de vraiment viscéral dans ces fiches, qui font que c'était vraiment une œuvre à part, une œuvre unique en fait, et c'est pour ça que ça m'a profondément marqué. J'aimerais vous lire un passage qui est probablement celui qui a eu le plus d'impact sur moi, tellement il y avait une atmosphère qui se dégageait de ce passage, quelque chose de vraiment différent que j'avais lu nulle part ailleurs, et qui a imprégné mon esprit comme rarement on peut être imprégné par une œuvre en fait. Donc je vous lis ce petit passage. Avertissement. Le Fräulein Raquel est un jeu de rôle grandeur nature gothique très sombre, une version cauchemardesque des livres de Dickens. Il n'y a ici aucune volonté de valoriser des comportements toxiques, mais bien de les dénoncer. L'extrait qui va suivre fait référence aux premiers émois amoureux d'un personnage malsain. N'hésitez pas à vous rendre au timecode inscrit à l'écran si vous ne voulez pas entendre ça. Ludwig, homme de principe et de vertu, réprima tant bien que mal les premiers frissons de l'adolescence. Combien il fut troublé lorsqu'il voyait passer sa cousine Kate Butner. Elle avait beau avoir les ongles sales et sentir le fumier et la boue, il devinait sous ses fripes la courbe de ses jeunes seins et la blancheur laiteuse de son ventre. Un jour, dans le bosquet, il la surprit accroupie dans les fougères en train de se soulager. Elle avait une toison claire et bouclée qui provoqua chez le jeune homme une violente érection. À tout juste 13 ans, il n'eut pas le temps d'esquisser un geste qu'il souilla ses chausses et poussa un cri de surprise qui alerta la jeune fille. L'apercevant, elle se mit à rire, réajusta sa jupe crasseuse et s'approcha doucement. Elle ne lui accorda qu'un baiser du bout des lèvres, mais glissa sa main à un endroit si brûlant que Ludwig crut qu'il allait exploser. Ça ne dura qu'un instant. Une simple caresse, et Kate avait filé dans les forêts. Ludwig rentra chez lui, perturbé et perplexe. Il tenta de prier, mais la caresse et le baiser de Kate étaient encore brûlants sur sa peau, et sa prière se transforma en bacchanale. Il supplia le Seigneur de lui apporter la force de résister, ou à défaut, de lui pardonner sa faiblesse. Car les hommes sont si faibles. La tentation est partout, le diable est partout. Les femmes se présentent aux hommes pour les éloigner de Dieu, pour les éloigner de la prière, pour les éloigner du recueillement auquel ils aspirent. Les semaines et mois qui suivirent, Ludwig s'isola avec sa Bible, tentant de chasser l'image obsédante de sa cousine et de se concentrer sur sa foi et son Dieu. Le monde lui parut soudain plus noir et plus sale qu'avant, rempli de créatures malveillantes, de tentatrices, de menteurs et d'envieux.
Mais comment associer la fière Kate aux succubes tentatrices des enfers, lorsqu'elle faisait cette moue délicieuse ou qu'elle riait, dévoilant sa gorge et la ligne gracieuse de ses clavicules? Il écrivit des poèmes qu'il brûla ou jeta. Fallait-il lui parler? Fallait-il la fuir? Et voilà, et donc je suis là et je te le dis, et c'est rigolo que ce soit toi qui me poses cette question. Et à ce moment-là, je ne savais pas comment me lancer pour écrire des livres, donc je me suis dit je vais écrire quelque chose de court et je vais voir comment est-ce que ça va être reçu. Et c'est là où j'ai écrit une histoire pour J'aime lire. Un texte court, un J'aime lire, ça fait 5 pages Word, un peu moins, en police 12, 13 000 mots je pense maximum. Et j'ai écrit pour J'aime lire, et J'aime lire c'est 500 manuscrits par an pour 12 numéros qui sortent, et j'ai été prise sur J'aime lire une première fois. Donc ça a été une étape majeure. J'envoie quelque chose et c'est validé à une maison d'édition exigeante en plus, parce que c'est Bayard Presse. Et donc j'en ai écrit un deuxième et ils me l'ont pris. Et là j'ai dit bon, eh bien c'est pas que mes copains qui sont sympas avec moi. Merci Fenris. C'est pas que ma maman qui n'a aucune objectivité sur mon travail. Objectivement, des professionnels ont validé mon travail 2 fois, ça peut pas être un accident. Et ben alors, je vais écrire des livres. Et là, je me suis lancée. Au départ, sur une plateforme en ligne où on met ses récits par chapitre à lire gratuitement, avec une petite communauté d'amis qui viennent du milieu de la fanfiction, pour commenter. Et donc au départ, c'était vraiment sans ambition d'être édité. Et au final, ça a fini par être édité par des maisons, c'est de la romance. Hein. On est... comment dire ? Il y a énormément de productions en romance, à l'inverse des J'aime lire, qui sont très, très sélectifs. Mais ça encore, je me suis dit, ben voilà, j'ai écrit quelque chose de long et ça a été validé. Donc je vais continuer. Donc je grimpe les étapes un peu comme ça au fur et à mesure. Je me dis bon, la lutte contre mon syndrome de l'imposteur, c'est je l'ai fait, ça marche, c'est bien reçu. Est-ce que je peux tester plus loin, plus difficile, plus ambitieux? Est-ce que ça va être reçu ou pas? Donc une étape qui m'a vraiment aidée, c'est le jeu de rôle grandeur nature et la façon dont mes jeux et mes fiches de personnages, qui sont donc très longues, en texte, c'est vraiment du texte, ont été reçus par les joueurs et les joueuses avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, la validation de Bayard Presse sur les J'aime lire, ça m'a ouvert des portes. Ouais. Question 5. Le passage du seuil. Quel a été pour toi le point de non-retour? 5e carte. Hop, j'ai cru qu'elle était à l'envers, mais non. La tour. J'ai cru qu'elle était à l'envers parce qu'en fait, une femme est en train de tomber de la tour et elle a la tête en bas. La carte est aussi dominante rouge. J'ai beaucoup de cartes aux couleurs chaudes. C'est une femme blonde, celle-ci est blanche. La tour est frappée par la foudre. Il y a des pierres qui se décrochent. Et cette femme a peut-être aussi été frappée par la foudre, était en pleine chute libre, et j'espère qu'elle ne va pas se faire mal en tombant. La carte est un peu ambivalente parce qu'elle est à la fois dans des couleurs qui sont très vives et joyeuses. On pourrait croire pour un ciel d'orage avec la foudre que ça va être très noir, alors que c'est très lumineux, et en même temps, le sujet est plutôt grave. La tour, ou la maison Dieu, évoque un bouleversement soudain. La foudre, ancien nom de la carte, vient balayer les certitudes humaines. On a d'ailleurs longtemps vu dans cette image une représentation de la légende de la tour de Babel, un appel à la modestie. Ce qui est sûr, c'est que la carte peut évoquer aussi bien des problèmes triviaux, comme un déménagement ou une perte d'érection, que d'autres plus profonds, comme une grave crise spirituelle. Comme j'ai déjà répondu, mais pour moi ça a été une réussite, c'est-à-dire que j'ai soumis mon manuscrit à Bayard Presse et ils l'ont validé. Alors pourquoi à Bayard Presse? Parce que je savais qu'il répondait à tous les courriers en donnant un retour détaillé sur ce qui va et ce qui ne va pas. Je le sais parce que quand j'étais enfant, j'avais envoyé des J'aime lire à Bayard Presse. Et j'avais reçu toujours des lettres qui m'indiquaient ce qui n'allait pas dans mon manuscrit. Avec beaucoup de bienveillance pour une enfant de 10 ans ou de 12 ans ou de 16 ans. À chaque fois, je l'ai refait plusieurs fois. Donc je savais qu'en écrivant à Bayard Presse, j'aurais un retour sur ce qui allait et ce qui n'allait pas dans mon texte. Bien, j'ai eu un retour avec ce qui allait et ce qui n'allait pas, et des pistes pour l'améliorer
en vue d'une publication. Donc on a travaillé ensemble là-dessus. Et là, oui, là, je suis entrée, je suis devenue autrice, parce que j'ai publié un livre, même 2, chez Bayard Presse, donc c'était très important. Un bouleversement ensuite. Les premières romances, et pourquoi des romances que j'ai écrites, c'est souvent par des appels à texte, ça se fait énormément dans ce milieu-là. Les maisons d'édition lancent un thème en disant on aimerait des histoires de fantasy avec des ennemis qui vont se rapprocher dans 4 mois. Faites-nous ça, deadline dans 4 mois. Et ça, je trouve, quand on est créatif, on a toujours, dans la noosphère, il y a énormément d'idées, et ça permet de canaliser, en fait. Et on se dit, ok, ça fait pas partie, ça fait pas partie, je vais garder cette idée-là, enemies, en fantasy, est-ce qu'on va être médiéval, et l'histoire se dessine comme ça. Et moi, ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé à mettre en place des histoires et à passer à l'acte, parce qu'il y avait aussi une deadline, donc avec une date, donc on peut pas procrastiner indéfiniment. Et ça m'a beaucoup aidé à écrire mes premiers livres, qui étaient très légers, parce que là, pour le coup, c'était des contemporains. Et l'avantage du contemporain, c'est la solution de facilité. Quand je dis j'y vais étape par étape, c'est qu'il n'y a pas de documentation à avoir. Mon premier livre, un de mes premiers, c'est l'histoire d'une fille qui a fait des études de bande dessinée à Bruxelles. Et ça, parce que je sais quelle est la charge de travail, je sais quel est le métier, je connais, et donc j'en parle naturellement. C'est auto-documenté, en fait. Si on me demandait de parler d'une infirmière, ça serait plus de travail. Donc j'ai commencé par ça. Et ces appels à texte, le premier auquel j'ai participé, c'était en 2018, je crois. J'ai décidé de placer ça dans quelque chose de contemporain que je connais bien. Et ça m'a permis d'écrire ce premier texte. Et comme il a été publié, j'ai continué. Avec à chaque fois un seuil, c'est comme ça que j'ai fait aussi un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'était un seuil aussi parce qu'il y avait beaucoup de documentation. Question 6. Les gardiens du seuil. Quelles ont été les premières épreuves à traverser pour t'accomplir dans ta carrière ? Le jugement. Ça, c'est une carte qui est très douce. Aussi une femme à la peau brune, elle a des plumes à la place des sourcils, des yeux et des cheveux bleus glacés, très clairs, des plumes bleues et blanches devant elle. Donc on est vraiment dans... Ça m'évoque vraiment la légèreté, quelque chose de spirituel, parce qu'elle a cette lumière sur le front et comme une aura autour de la tête. Tout l'inverse de la catastrophe de la carte précédente. Le jugement est l'arcane de l'appel irrésistible. Elle évoque la renaissance au travers d'un choix décisif. La carte peut demander un profond travail introspectif. Il est temps d'assumer son passé et de vivre en accord avec lui. C'est aussi une carte d'union, qui peut aussi bien faire référence au fait de trouver l'âme sœur qu'à celui d'entreprendre un projet vital avec l'être aimé. Enfin, l'arcane peut rappeler la naissance du consultant. Je suis en plein dans l'épreuve à traverser là. Quelle est cette épreuve ? Oui, bon, j'ai pas trop d'épreuves parce que je n'en fais pas mon métier. J'ai pas cette intention et ça me donne beaucoup de liberté. J'ai pas de contraintes à ce niveau-là, donc j'écris si je veux, si j'écris pas, c'est pas très grave. Ça me donne un rapport assez détendu à l'écriture. Une épreuve là que je rencontre maintenant, c'est ok, j'ai publié des livres, j'ai publié 4 romances, j'ai publié 2 livres jeunesse. J'ai publié 2 romans historiques. Quand est-ce que ça décolle ? Mes ventes sont confidentielles. Je n'arrive pas à mettre la main sur la formule qui fera prendre la mayonnaise. Donc voilà, je suis dans cette période de tâtonnement pour essayer de faire avancer la chose. Et comme on en parlait un peu plus tôt, j'ai une autrice qui m'a dit, si tu as un genre qui a marché, continue, fais le même genre. Donc j'ai un roman historique Seconde Guerre mondiale qui a plutôt bien marché. C'est celui qui est le plus facile à trouver, il est dans les librairies, il est sur Amazon, c'est celui qu'on trouve un peu partout. Et elle me dit, continue à faire ça, parce que c'est là-dessus que tes lectrices et tes lecteurs t'ont trouvé, et donc ils vont revenir chercher d'autres livres du même genre. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'écrire que ça, j'ai envie d'écrire de la science-fiction, j'ai envie d'écrire de la fantasy, j'ai envie d'écrire du fantastique, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire,
et j'ai peur de perdre. C'est vraiment une question de doute. J'ai peur de perdre le lectorat que j'ai acquis. Est-ce que je vais devoir conquérir un nouveau lectorat ? Comment ? Repartir à zéro à chaque fois, c'est difficile quand même. Ça demande beaucoup d'énergie, de lobbying sur les réseaux, auprès des libraires. Enfin, c'est difficile. Donc une épreuve là, c'est que oui, j'ai réussi à me faire éditer, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et maintenant, comment on fait pour que ça marche ? Et j'ai l'impression que la difficulté, elle est exponentielle. Question 7. L'approche. Y a-t-il eu des préparatifs particuliers avant ta première réussite créative ? Alors, la reine. Elle porte une épée. C'est une carte qui est bleu foncé. La dernière qui était bleu foncé, c'était le magicien. Avec une femme assise dans un trône majestueux. Elle a un oiseau, comme une pie toute noire ou comme un merle sur la main gauche, une épée dans la main droite, une robe bleue dans les mêmes teintes que le ciel derrière elle. Et puis le trône est incrusté de papillons, j'ai l'impression. Elle est assez majestueuse, mais elle a aussi l'air assez apaisée, hein, comme en dépit de son épée dans la main droite. La famille des épées fait référence à l'intellect. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre l'élément, mais de l'accompagner. Ici, la reine d'épée est une carte de lucidité et de rationalisme. Elle évoque le fait d'être capable de trancher un problème sans pour autant se fermer aux idées nouvelles. Mon J'aime lire, qui est ma première publication chez Bayard Presse, et ma première publication en tout, ça a été plus d'1 an d'aller-retour avec l'éditrice, avant de signer un contrat. Et donc ça, c'est un acte de foi. Elle m'a dit j'aime l'ambiance de votre texte, j'aime la dynamique entre les personnages. Néanmoins, avant que je puisse le soumettre en comité de lecture, il va falloir le retravailler. Et il y a eu 8 versions du manuscrit, parce que la fin était trop angélique, parce qu'il manquait un rebondissement, parce que ça c'était trop mature, ça correspondait à des ados et que le lectorat c'est plutôt 9-10 ans. Ça a été extrêmement pointu parce que J'aime lire, c'est codifié. C'est vraiment des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Pendant 1 an avant que je sache s'ils allaient m'éditer, donc il fallait avoir les épaules pour ça. Et quand une maison d'édition vous dit retravaillez votre manuscrit, peut-être qu'on vous éditera, on peut avoir envie de dire non. De dire on va d'abord signer et ensuite je le retravaille. Là, bon, moi j'avais pas besoin de gagner ma vie puisque j'ai un autre métier qui fait ça. Et J'aime lire, c'était mon premier objectif parce que j'ai grandi avec. Toute ma vie, j'ai lu des J'aime lire, j'en ai écrit quand j'étais petite. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais réussir. Et 8 versions pendant plus d'1 an, et au bout d'1 an, c'est passé au comité de lecture, ça a été validé, et j'ai reçu le PDF, et ils avaient changé mon texte. Et ça aussi, c'est une épreuve de laisser aller, de dire j'ai confiance dans la maison d'édition, ils savent ce qu'ils font, ils ont remplacé Escapade nocturne par Sortie en pleine nuit. Moi j'ai l'impression qu'on perd du vocabulaire. Eux, ils savent, ils s'adressent à tous les enfants de France, ils vendent 120 000 exemplaires par an. Et ça a été un travail d'humilité, de regarder mon texte, la façon dont moi j'ai trouvé qu'ils avaient charcuté mon texte. Et en même temps, ils savent ce qu'ils font, donc on prend du recul. Et c'est une épreuve que j'ai connue à nouveau avec une autre maison d'édition qui m'a imposé une couverture que je n'aimais pas. Et je leur ai dit, mais ça correspond pas, c'est pas la bonne époque, le soldat sur la couverture, c'est un soldat de la Première et pas de la Deuxième Guerre mondiale. Vous inquiétez pas, Émilie, les lectrices ne savent pas. Je fais, mais c'est pas respectueux, ça. Ça se fait pas, enfin, moi je le sais. Et là, la question était, est-ce que je lutte contre mon éditeur ou est-ce que j'avance avec lui? Parce que si je me le braque, mon livre, il va être dans un tiroir, il va être mort-né. Donc, je prends du recul, j'abandonne. À un moment, il faut savoir lâcher du lest et dire « Ok, j'ai confiance dans la maison d'édition, ils savent vendre leurs livres, c'est pour ça que je leur ai adressé le mien. Et ils vont faire leur couverture, tant pis pour moi, et je vais devoir la vendre. Je vais devoir la faire mienne et la promouvoir. » Et ça, c'est un travail de résilience et de résignation
qui peut être un peu difficile d'être capable de lâcher du lest à un moment où, quand le texte progresse dans le parcours d'édition, il faut être capable de l'abandonner en fait. C'est pas toujours facile, surtout quand on a passé autant d'années à les écrire, nos romans. Voilà, faut juste arriver à l'abandonner, comme un enfant qu'on élève. À un moment, il a son propre libre arbitre et il faut laisser faire. Donc ça, c'est de l'arbitrage, c'est difficile. Question 8. L'épreuve suprême. Quelle a été la première épreuve qui aurait pu tout te faire abandonner? Oula, elle est dramatique celle-là. C'est un 3 en épée. Une jeune femme est en larmes, elle s'arrache les cheveux, elle a son maquillage qui coule, des cicatrices sur les bras, et elle porte un grand t-shirt avec un cœur percé d'épée et taché d'éclaboussures de sang. On n'est pas dans une carte très positive là. Le chiffre 3 est celui de la créativité et de la fertilité. Ici, le 3 d'épée évoque le fait de relever les défis par la logique ou une volonté de faire évoluer son intellect. L'arcane peut aussi symboliser la surconfiance dans des concepts mal maîtrisés. Une difficulté à laquelle on n'est pas préparé quand on publie, c'est que la parution du roman n'assure pas l'existence du livre. Dans le sens où j'ai décroché un contrat d'édition, j'en étais ravie, j'ai eu une couverture, j'ai eu une édition et personne ne l'a acheté. Et là, on se heurte à quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi est-ce que personne ne lit mon livre ? Pourquoi est-ce que personne ne le trouve ? Il n'est pas moins bien qu'un autre, il est peut-être moins bien que d'autres, mais il a été édité quand même, il a été relu par un comité de lecture, il a une couverture qui est faite par des professionnels, et il est disponible souvent en print on demand, pour mes premiers, qui n'étaient pas en librairie. Mais pourquoi est-ce que ce livre-là ne marche pas ? Qu'est-ce que les autres autrices de la même maison d'édition ont de plus que moi ? Et c'est très difficile d'avoir un livre qui ne se vend pas. On croirait que décrocher le contrat d'édition, c'est la fin de l'épreuve, c'est la fin du parcours. À partir de là, ça va se vendre, il va y avoir des séances de dédicaces, des rééditions en poche, je sais pas quoi, on va passer à la télé, la grande librairie, le Goncourt, c'est parti. Et en fait, on vend le livre et il est noyé dans les milliers de sorties qui paraissent tous les mois, tous les jours. Des milliers de sorties. Et on ne s'est pas rendu compte que c'est là que commencent les difficultés, en fait. Enfin, moi, je trouve que la difficulté commence là. Avant, l'écriture, c'était moi face à moi. Est-ce que je suis capable d'écrire ? Est-ce que j'ai envie ? Je vais écrire ce qui me fait plaisir. Et au moment où il faut le vendre, c'est moi face au public. Et qu'est-ce que le public me demande ? Et est-ce que je suis à la hauteur de ses attentes ? Et est-ce que je suis d'accord pour mon prochain, changer mes techniques ou mes désirs pour coller à ses techniques et ses désirs et à ce qui est attendu. Il y a certains formats littéraires qui sont très normés, la romance entre autres. J'ai quand même écrit 4 romances dans lesquelles il faut écrire à la première personne, par exemple. Et moi, je les ai toutes écrites à la 3e personne. Et donc, personne n'en veut. Et donc maintenant, j'écris à la première personne les romances. Et ça, c'est vraiment une épreuve... c'est vraiment difficile. En fait, décrocher le contrat d'édition, c'était le début des difficultés. Et là, ça peut être très décourageant, parce qu'on n'a pas les clés. Sur Internet, on a un compte Instagram avec 400 abonnés. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens nous trouvent ? Ça demande une énergie qui est vraiment importante, avec des déceptions, parce que si ça débouche pas, on lance un concours sur Instagram pour faire gagner son livre, il y a 4 personnes qui s'inscrivent. Bon, ça nous coûte un livre pour avoir gagné 4 abonnés, c'était pas rentable. Donc c'est vraiment les réseaux sociaux, le milieu littéraire, c'est vraiment difficile de percer. Et ça devrait pas reposer que sur nous, ça devrait reposer idéalement sur une maison d'édition qui va placer son livre en librairie, qui va essayer de le soumettre, quand on fait de la littérature blanche, à des concours, à des prix littéraires, pas pour des romances, mais pour d'autres livres plus généralistes. Et si la maison ne le fait pas,
Elle a un livre de plus au catalogue, s'il se vend, c'est bien, s'il se vend pas, tant pis, elle fait son argent sur la masse. Et là, nous, on est perdus, on se rend compte qu'on était une pièce dans l'ensemble des pièces qui constituent le puzzle, et ça c'est vraiment difficile. Question 9. La récompense. Qu'est-ce que t'a apporté ta première grande victoire? Ah, un homme. Ah si, j'en avais déjà eu un avec le magicien. C'est un 4 de denier. Un homme fort à la peau brune qui porte des bijoux sur les bras et des tatouages sur le crâne, des peintures sur le crâne, qui transporte un sac rempli d'énormes pièces d'or. Bon là il y en a 4, tout le 4 de denier. Il a l'air en colère ce monsieur, ou alors il a l'air de tenir à son sac et de ne pas vouloir qu'on l'approche. Je ne sais pas s'il est en protection de son bien. Oui, on ressent qu'il y tient. Il est défiant. La famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 4 représente la structure, la solidité. Le 4 de denier peut donc ainsi évoquer le besoin de thésauriser, de bien veiller sur ses acquis, ou au contraire, nous mettre en garde sur une trop grande rigidité qui nous paralyserait. Qu'est-ce que m'a apporté ma première grande victoire? Et j'ai une carte qui thésaurise. Pas de la trésorerie, hein, en tout cas. Non, ça m'a donné une légitimité dans le projet. Le contrat avec Bayard Presse, qui a été mon premier contrat d'édition, et puis ensuite le deuxième, j'ai dit ok, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste mes copains, c'est pas juste ma famille, il y a vraiment quelque chose, il y a un vrai potentiel, je me suis pas trompée. La preuve, c'est que ça a été validé par des professionnels. Et ça m'a donné la confiance et la foi pour me lancer dans écrire des formats plus longs. On remet toujours en question hein, cette confiance-là à chaque fois, mais à chaque contrat, on se dit bon, cette fois-ci c'est la bonne, à chaque fois c'est difficile, mais allez, cette fois-ci ça va bien marcher. Mais on continue, c'est motivant. Si on n'avait que des échecs, qu'il n'y avait rien qui paraîtrait, je commencerais à me dire je me suis trompée, peut-être qu'il faut que je fasse que du jeunesse. Ça, c'était aussi une possibilité. Mais à chaque fois, j'ai trouvé des maisons d'édition pour mes livres. Ça me motive, ça m'encourage à continuer à en faire, à concrétiser tous les projets que j'ai dans ma tête et à aller chercher plus loin. Comme je disais, j'ai fait du contemporain, c'est facile. J'ai fait de l'historique, pas trop loin, Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de documentation. Alors, c'est un peu piégeux parce que les gens s'en souviennent. Donc si on dit n'importe quoi, les gens vont le savoir. Mais ça passe. Est-ce que j'ose me lancer dans la science-fiction? Mais là, il y a du lore à créer. Il faut que ce soit cohérent. Le lore, c'est la construction du monde. Et ça, c'est un projet qui est ambitieux. Ça devient tout de suite... C'est une autre échelle encore. Mais je pense que si je le fais, heureusement, je ne doute pas que je trouverai une maison d'édition. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai trouvé pour tous mes autres livres. Ou alors, justement, je vais me heurter et c'était pas du tout mon truc. Et bon, je le saurai. Mais chaque réussite, elle me pousse ça m'encourage à continuer. C'est vraiment motivant à chaque fois. Question 10. Le chemin du retour. Comment s'est déroulé le retour à la vie ordinaire? Oh, des tournesols. Un 7 de denier. Avec une femme asiatique en tenue de jardinage. Elle a l'arrosoir dans la main droite et elle fait pousser une petite graine qui se déploie dans sa main gauche sur un fond de chaque tournesol. Le cœur de chaque tournesol, c'est un denier. C'est joli, elle sourit cette femme. J'ai pas vu beaucoup de cartes sourire. Le chiffre 7 symbolise la détermination. Le 7 de denier est une carte de préparation, d'attente. Elle symbolise le moment où le paysan, ayant planté ses graines, n'a plus qu'à attendre de les voir pousser pour récolter. C'est une invitation à prendre son mal en patience pour réussir. Il n'y a pas de retour à la vie ordinaire. L'association des deux, entre le retour à la vie ordinaire
Après les publications et le fait que ça va éclore tout seul, elle se fait naturellement. On se dit j'ai planté mon livre et maintenant ça va pousser tout seul et moi je vais faire ma vie. Bon, ça marche pas comme ça. Hein. On a vu que ça marchait pas comme ça. Moi, ce que ça m'évoque, ce retour à la vie ordinaire, c'est surtout le passage entre mon enfance créative et mes études de bande dessinée et le moment où j'ai refermé le chapitre bande dessinée, que j'ai emménagé à Paris avec celui qui allait être mon conjoint et qu'il fallait vivre, il fallait manger. Et que le dessin n'allait pas me faire vivre. Et ça a été un retour à la vie ordinaire après 4 ans où on vit en tant qu'étudiant avec des petits jobs d'étudiant et l'argent des parents. Et là, il y a eu un clap de fin un peu pour une carrière artistique qui a été très fort. Et j'ai mis de nombreuses années. C'est-à-dire que j'ai terminé mes études en 2004. Et le J'aime lire, je l'ai envoyé en maison d'édition en 2015. Donc il s'est passé 11 ans. Pendant lequel j'ai fait du jeu de rôle, mais ça relevait entièrement du loisir. Donc il n'y avait aucune contrainte, aucune attente. Il y avait beaucoup d'attentes, mais pas beaucoup de contraintes aussi en fait. Mais enfin c'est du loisir, donc si j'en fais pas, c'est pas grave. Ce que je ressens maintenant, c'est que maintenant que je suis lancée, j'ai l'impression d'avoir un devoir d'écriture. Il faudrait que j'ai toujours un roman en cours d'écriture. Il faudrait que j'ai un futur projet. Et là, la page blanche, c'est terrible parce que j'ai écrit un roman, il est paru ou il va paraître. Que se passe-t-il pour le prochain ? Quel prochain ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un prochain ? Est-ce qu'on est obligé de produire des livres à partir du moment où on en a publié un ? Les gens nous attendent. Ou pas les gens, peut-être. Ou peut-être que personne nous attend et qu'on se prend la tête tout seul. C'est quelque chose contre quoi j'essaie de lutter en ce moment parce que j'ai des attentes tellement élevées sur certains projets que tu connais que j'arrive pas du tout à écrire et du coup j'écris rien. Tout en culpabilisant de rien écrire. Alors qu'avant, quand j'ai fait mes premiers romans, j'avais pas du tout cette contrainte. J'écrivais parce que ça m'était venu et que j'avais envie. Et le fait que ça ait marché, c'était chouette. Et maintenant, si j'écris rien, je me dis ça va pas, je devrais écrire. Et c'est devenu, ça se transforme en contrainte, un peu comme le dessin. Et ça, c'est un risque parce que ça, pour moi, ça bloque ma créativité. Donc il faut, au contraire, il faut que je m'affranchisse de la contrainte. Il faut que je le fasse pour moi parce que c'est fun. Pas parce qu'il faut que je fasse un livre par an pour arriver à percer dans le milieu, à être une autrice qui marche. En fait, grave erreur stratégique. Mais ça c'est vraiment très, très subjectif, hein, très personnel comme ressenti. Mais devoir faire un livre par an pour occuper l'espace dans les librairies, en fait, ça me bloque. Je peux pas faire ça. Donc, le retour à la vie ordinaire, ça peut être salutaire dans le sens où j'ai fait des livres et c'était sympa. Et ben, j'en ferai peut-être d'autres. Et ça serait bien que ça soit sympa. Faut pas que ça se transforme en contrainte, sinon j'ai encore transformé un loisir en difficulté. Ça serait dommage. Question 11. La résurrection. Quelle épreuve a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui ? Le 6 d'épée. C'est une femme qui est dans un lac. Les épées sont plantées dans une barque. La femme est dans l'eau. Il y a aussi un petit chien dans la barque. Et un lever de soleil. À droite, le soleil se lève. À gauche, il fait encore nuit. La femme ne touche pas les épées. Elle les a pas du tout en main. La carte évoque plutôt un espoir avec un petit bébé chien trop mignon et un lever de soleil qu'un truc menaçant. Le chiffre 6 symbolise l'harmonie. Le 6 d'épée est la carte de la distanciation et de l'épanouissement. Elle évoque le besoin de prendre de la hauteur et d'attaquer ses problèmes avec des idées nouvelles. Elle invite à rester positif. La difficulté majeure, ça a été de comprendre quel était mon support, puisque je dessine beaucoup, je continue à dessiner, c'est un hobby. J'ai fait de la bande dessinée, je pensais que c'est ça que je voulais faire. Finalement, non. Et quand je suis revenue à écrire des histoires, à faire des romans jeunesse, je me suis dit, eh bien, c'était ça. Il y avait quelque chose quand même. Je ne me suis pas complètement gourée dans mon orientation. Et donc, l'épreuve, ça a été de me réorienter et de trouver quel serait mon support. Et j'ai pataugé pas mal en écrivant du jeu de rôle. Ça a été un entraînement pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je me suis entraînée à construire l'imaginaire avec des équipes. L'avantage du jeu de rôle, c'est qu'on est rarement tout seul. On peut, hein. Mais moi, je les ai fait dans des équipes, avec des gens expérimentés, avec du partage d'idées,
Moi, je pense que l'épreuve, c'était le risque de se perdre, et par là, le risque de ne rien faire du tout. Puisque je ne dessine plus, parce que la bande dessinée, c'est trop difficile, c'est vraiment très difficile. C'est plus difficile que de faire une illustration, parce qu'il en faut 10 par page sur 40 pages. C'est une autre échelle, je trouve. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais rien? Et si je fais rien, est-ce que je suis pas assez douée parce que j'ai laissé tomber? Est-ce que l'épreuve du doute et de chercher dans quoi on va s'épanouir, ça a été des tâtonnements. Et quand je suis revenue au roman jeunesse là, avec mon J'aime lire, vraiment je me suis dit j'ai trouvé quelque chose. Et avec la romance, je me demande, je suis encore dans le doute à me dire est-ce que c'est mon format, parce que j'ai beau en avoir publié 4, elle décolle pas. Est-ce que je devrais faire du roman historique? Est-ce que je devrais faire de la science-fiction? Est-ce que je devrais arrêter de me prendre la tête et m'amuser au lieu de vouloir faire quelque chose de cadré? La maturité que j'acquiers, c'est plus je me prends la tête, moins je produis, et après je m'en veux de pas produire et je me reprends la tête. Donc vraiment, garder le plaisir de l'écriture, et si ça crée rien, si ça ne produit rien de vendable, qui est le risque dans lequel on plonge quand on commence à être édité, on a envie de vendre, tant pis. Tout n'est pas destiné à atteindre le public. Peut-être que ça peut juste être fun pour nous, et puis peut-être que ça peut nous permettre de rebondir pour un autre projet qui sera plus bancable, on verra. Mais peut-être revenir au plaisir de la création au lieu de se perdre dans des considérations de succès et d'échecs et de comment percer. C'est un peu des pièges. Question 12. Le retour avec l'élixir. Qu'est-ce que tu ressens le besoin de transmettre de tes épreuves dans ton œuvre? Un enfant, une jeune fille, le foule. Une petite fille à la peau brune avec des cheveux bleus, des tresses, des fleurs dans les cheveux, des fleurs sur les vêtements, des papillons, un ballon rouge dans la main. La carte est très joyeuse et plutôt vivante, plutôt fraîche et naïve. Le fou, plus connu sous le nom du mat en France, est la première ou la dernière carte des arcanes majeures. C'est une carte d'impulsion. Elle symbolise le fait de partir à l'aventure, de se lancer, d'avoir un nouveau départ. Elle évoque aussi l'insouciance ou une trop grande confiance. Oh, bon, j'ai déjà répondu plein de fois à cette question. Ce que j'ai appris dans mon parcours, déjà qu'on finit jamais d'évoluer, que le biais peut changer, ça c'est pas gênant, du moment qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. On n'est pas obligé d'être bon dans ce qu'on fait, à partir du moment où on y prend du plaisir. Voilà, ça c'est ma leçon de morale, c'est faites des choses parce que c'est fun et pas parce que vous attendez des résultats. Parce qu'à force d'attendre les résultats, on se bloque, on se met la pression et on transforme le loisir en contrainte. Et donc vraiment, voilà, je l'ai dit plusieurs fois déjà, d'arriver à prendre du recul, écrire des livres si c'est notre support, parce qu'on a envie de raconter ces choses-là, pas trop se prendre la tête sur la réussite et les résultats. Si ça marche, c'est super, enfin je veux dire, félicitations. Quel est votre secret? Si ça marche pas, à partir du moment où on a eu le plaisir d'écrire cette histoire, est-ce que vraiment c'est un échec? Et puis peut-être que ça peut nous motiver pour la suivante. Question 13. Le prestige. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour finir? Le 2 d'épée. J'ai fait beaucoup les épées, non? Ça évoque la justice, cette carte, parce qu'on a une femme aux yeux bandés, c'est pour ça que je pense à ça. Plutôt vêtue de manière antique. Elle porte 2 épées, comme on porterait un double sabre laser. Sur un fond nocturne, avec une lune qui est très lumineuse, elle a une cape. On dirait une déesse, on dirait Athéna, en fait. Le chiffre 2 est celui de la rencontre et de la dualité. Le 2 d'épée évoque la contradiction, le fait d'avoir du mal à rassembler ses pensées, d'être en conflit avec soi-même. Ah oui, alors ça c'est bien moi, ça. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, du mal à rassembler ses pensées. Surtout parce que mon parcours, il est très haché. Il y a eu une étape de bande dessinée à un moment, et 15 ans après, il y a eu une autre étape d'autre chose. Comme 2 choses séparées.
Je profite de cette 13e question pour vous présenter mes livres. Tout à fait, c'est le quart d'heure libre. Hein, donc, dis ce que tu veux dans cette dernière question. Oui, j'en ai beaucoup parlé, mais quand on me demande quel est le livre dont je suis le plus fière, celui que je préfère, alors je vais le montrer, j'ai aucun doute sur le fait que c'est mon J'aime lire. Parce que tous les enfants de France, ils ont lu J'aime lire, je suis sûre que tu as lu J'aime lire. Bon, tous sauf Fenris. C'est celui-ci parce que quand on est enfant, on se dit plus tard je ferai ça et je l'ai fait. Et surtout, il est paru en poche. Il a été élu par les lecteurs, il a gagné un bonne mine d'or, donc il a été élu par les lecteurs comme un de leurs préférés. J'en ai fait un deuxième qui est une suite qui a fait l'objet chez Bayard Presse d'un concours d'écriture. Ils ont publié le premier chapitre dans un J'aime lire et les écoles avaient pour objectif d'écrire la suite. Donc j'ai eu accès à ce concours, j'ai fait partie du jury et j'ai été rencontrer l'école gagnante. Donc ça a été pour moi un parcours, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir franchi un seuil avec J'aime lire, et c'est mon texte qu'ils ont choisi parmi tous leurs textes pour faire ce concours accessible aux élèves. Donc ça m'a vraiment touchée. Et puis surtout, ils ont été traduits dans genre 5 langues. J'ai les exemplaires chez moi, en catalan, en castillan, en anglais, c'est très sympa. Et il a été réédité en poche. Donc il se trouve en librairie, ça coûte rien du tout. Et ça, c'est un vrai livre en fait. C'est vraiment, on les regarde même plus tellement il y en a des livres jeunesse, mais celui-ci c'est un vrai. Et puis alors les illustrations de Bastien Quignon, le choix de l'illustrateur est incroyable. Il a fait Donjon, Bastien Quignon depuis, il a fait un Donjon avec Trondheim et Sfar. C'est vraiment un illustrateur qui fait des illustrations magnifiques. Et donc ça, c'est vraiment celui dont je suis le plus fière. Pourtant, il fait, encore une fois, que 5 pages Word. Hein. C'est presque rien, c'est 13 000 mots. Ça, je l'ai écrit en 24 heures. Et c'est celui qui a été le plus marquant. Ensuite, j'ai des romances avec des couvertures de romances qui ont tous les clichés de la romance. On a des couples, ils sont blancs, ils sont jeunes, ils sont beaux, tout ça. Ça, c'est un sujet aussi, d'ailleurs, la diversité. C'est quelque chose que j'essaie d'améliorer dans mes livres. Et puis, celui-ci, qui est l'autre qu'on trouve en librairie, c'est Les Amants interdits. Prêtez pas trop attention à la couve. Celui-là est plus beau. C'est le tome 2. Ils vont ensemble. Et maintenant que ça c'est fait, moi, j'aimerais faire autre chose. Et donc, comme l'autrice m'a recommandé, fais la même chose, moi j'aimerais faire autre chose. Donc mes projets maintenant, c'est faire de la science-fiction. Et contrairement à tout ce que j'ai dit pendant cet entretien, je me prends beaucoup trop la tête sur ce qu'on attend de moi et ce que ça va donner. Et ma légitimité dans ce milieu, parce que la science-fiction c'est très fermé. Donc, il faut que ça redevienne un divertissement et un loisir, et que je reprenne le plaisir simple de raconter des histoires de mousquetaires de l'espace. Voilà. Cette nouvelle émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Émilie Coudin-Lopez. Avec 5 arcanes majeures, le tirage du jour n'aura pas manqué de gravité. Mais surtout, on notera la présence de 4 cartes d'épée qui appuient bien les nombreux dilemmes d'Émilie. Pour une autrice de romance, on s'étonnera de ne trouver aucune carte de coupe, mais peut-être parce qu'il s'agit plus du fruit d'une réflexion et de l'envie d'écrire que d'un véritable amour pour le genre. Dans tous les cas, entre le mat, le magicien, le jugement et la tour, l'autrice semble avoir encore plus d'un tour dans son sac et des choses à nous faire découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Je suis plutôt content de vous annoncer que j'ai déjà calé les rendez-vous avec mes 2 prochains invités. Il s'agira cette fois encore d'univers très différents et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Comme à chaque fois, vous pourrez trouver un lien vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.